Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 50 de C'est qui en pôle. Donc on va évidemment parler du Grand Prix qui s'est déroulé au circuit des Amériques. Avec Steph ce soir, comment ça va ? Bah ça roule, je suis content, on a eu droit à la relou qui chante sans péter les cordes vocales a cappella l'hymne américain, donc c'est cool. Ouais. C'était bien un Grand Prix des Amériques. Et Pierre, comment ça va Pierre ? Bah écoute, je suis pas très content parce que là, je suis en train de rater la Ligue des Champions, donc franchement, je peux pas comprendre pourquoi je viens avec vous. De toute façon, vous allez parler de Rossi, ça va me saouler. C'est sûr que Dovi, enfin bon, on en reparlera. Ouais, tu vas pouvoir parler de Bautista en plus. Cool. Alors on commence évidemment avec le résultat du jeu des goodies avec la bécannerie. Donc c'est Corsisic qui a gagné les goodies, donc avec Au Coin du Pneu, Thium, Off-Bike aussi, et évidemment les goodies de la maison. Donc félicitations à toi Corsisic. Donc pour le numéro 50, déjà c'est cool qu'on soit tous les trois, parce que ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvés tous ensemble. Puis 50 c'est quand même un chiffre presque rond. Il y en a qui préfèrent le 51, je crois, mais c'est pour des raisons alcooliques. Bon, on va parler évidemment de Sylvain Guintoli un petit peu. Donc, un pilote français dont le grand fait d'armes a été donc le titre en World Superbike en 2014 sur Aprilia. Il va s'imposer pour 6 points devant Sykes. Alors, on se rappelle des consignes de course à l'époque qui avaient été transmises donc par Kawasaki à Loris Baz, pour aider son coéquipier pour le titre. Les consignes qui n'avaient pas été respectées, et donc c'est Guintoli qui s'était imposé au classement général. Et Guintoli, c'est pas évidemment que ça, puisque c'est aussi 80 courses en 250 cm3, un podium dans cette catégorie et 2 saisons pleines en MotoGP. Et après, au fil des années, il fera quelques remplacements. Et notamment ces dernières années, on le voit encore assez, je dirais pas fréquemment, mais il doit faire 3 ou 4 wildcards par an pour Suzuki, parce que il est pilote metteur au point, pilote développement pour la marque. Et donc voilà, il réussit plutôt bien dans cet exercice qui est quand même pas évident, parce qu'il court souvent seul pour tester les pièces. Donc voilà. Un petit mot sur Guintoli ? Oui, alors je sais pas si on dit Guintoli, moi ce que j'ai tendance à dire, mais on m'a fait la remarque qu'on disait Guintoli, alors bon. Alors disons Guintoli. Non, mais c'est quelqu'un qui est assez humble, j'ai trouvé alors moi je l'ai connu que comme pilote de développement de la Suzuki, hein. Qui est assez humble, qui détaille bien ce qu'il fait. Enfin, je trouve quand il parle technique, il arrive à vulgariser assez bien et à ne pas perdre le jeune Padawan. Et par contre, oui, après au niveau de ses wildcards, donc c'est toujours difficile de rouler tout seul toute l'année et de te foutre parmi 20 fous sur piste. Donc voilà, c'est pas là où il performe le plus, quoi, mais c'est intéressant, surtout qu'il faut pas oublier Suzuki n'a pas d'équipe satellite, donc ils ont pas énormément de données pour travailler sur la moto, à part celle des pilotes essayeurs. Donc on verra plus tard, comme t'as dit, cette moto a gagné quelques courses. On passe directement donc au compte rendu donc qui nous intéresse, donc du week-end de Kota, avec les petites news d'entre deux courses. Donc on a en Moto 3 Albert Arenas, donc du team Angel Nieto, qui avait déjà manqué le Grand Prix d'Argentine, est aussi absent sur le Grand Prix des États-Unis, toujours remplacé par Aleix Viu. Pierre, pour le Moto 2 ? Ouais, alors en Moto 2, on a Augusto Fernandez, on se souvient qu'il s'était cassé les radius et cubitus en Argentine en FP3, va être remplacé par Mattia Pasini sur cette course du Kota. Et en Argentine également, on avait Nicolo Boulega, l'Italien, qui avait abandonné à quelques tours de l'arrivée pour des douleurs à l'avant-bras. Il est rentré en Italie pour se faire opérer du syndrome des loges, apparemment avec succès, mais il manquera justement la course du Kota. Il devrait être de retour à Jerez et pas de remplacement prévu. Steph, sur le MotoGP ? Il y a eu l'événement du retrait du numéro 69 de Nicky Hayden, avec sa cérémonie, en tout cas un truc assez officiel. Donc il y aura plus de 69 dans le paddock.
En MotoGP, ouais. Il n'y a pas eu de cancan que j'ai relevé, des trucs... non, pour l'instant, c'était... le Paris match du paddock a été assez calme. Ah, c'était étonnant qu'on n'ait pas entendu parler à nouveau des ailerons, puisque dans... Honda s'est mis à en avoir, hein, bizarrement, oui, c'est marrant. Hein. Ça a pas... Quelque chose me dit qu'ils étaient juste vexés de pas avoir été les premiers. Il y a eu une petite... Alors, pas des ailerons, mais par rapport au faux départ, à la politique du faux départ. Ouais. Ils en ont parlé un peu en conférence de presse, les pilotes. Ils étaient pas tous du même avis, d'ailleurs. Rossi était plus pour dire que un faux départ, c'est un faux départ. Si on commence à interpréter, ça va être compliqué. Ce qui s'entend, hein, on va dire, comme discours. Que, par exemple, si on dit qu'un faux départ, entre guillemets, pas fait exprès, c'est un long lap et un faux départ volé express et le ride-through, c'est un peu la porte ouverte à des dérives, à des tentatives de je te fais un faux départ et avec un peu de chance je ferai que le long lap, donc ça se trouve je vais quand même faire un bon résultat. Ouais. Donc Rossi était plutôt pour fermer la porte à tout discours là-dessus, tout débat. Par contre les autres pilotes en conférence de presse, que ce soit Marquez, Dovi, Rins, étaient plus pour une discussion en tout cas ouverte sur le type de pénalité qui pourrait être appliqué autre que le race-through sur le sujet, sur ce type de Bah ouais, parce que moi je me garderais bien d'avoir un avis utile pour les gens du MotoGP, mais de ce qu'on a pu voir, on parle pour Crutchlow mais aussi pour notre pauvre ami Vignales, je sais pas du tout, il a dû bouffer la ligne, je sais pas, mais tu pourrais peut-être imaginer que ils ont le droit jusqu'à dépasser la ligne, quoi. Par rapport non, parce qu'à ce compte-là, tu prends l'élan, poses ta moto 2 mètres derrière et puis voilà. Non, mais sous-entendu qu'il faut être dans une espèce de, tu vois, de rectangle. Ouais, de fenêtre. Et t'étais dans ton rectangle et donc forcément tu peux pas prendre d'élan si t'étais dans ton rectangle. Après, oui, la seule solution, c'est celle que Rossi donne, mais sauf que c'est un peu dogmatique, hein. Désolé de pas dire du bien de mon ami, mais enfin pour mon ami de Rossi, mais ouais, si tu campes là-dessus, enfin typiquement ce qu'a eu Crutchlow, même Vignales et Emir, je crois, c'est un peu dur quoi, surtout des race-through effectivement, parce que les race-through c'est au revoir les points ou au revoir la très gagne, difficilement ouais. Ah bah la gagne c'est sûr. Non, au revoir le podium, enfin, je veux dire au revoir un truc qui fait que ton week-end n'est pas complètement raté. Il me semble qu'à une époque ils avaient le droit d'anticiper le départ et par contre fallait pas que la roue arrière dépasse la ligne blanche. Ah tu vois, les marquages au sol. Il y avait la ligne blanche, ouais. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Alors je l'ai pas vu en vrai en course, hein, mais ce que j'ai lu sur internet. Donc voilà. Si vous avez le droit de me blâmer si c'est pas vrai, mais c'est ce que j'ai vu, ouais. Mais tu sais, c'est presque moins pire qu'à l'athlé où ils enregistrent le timing au millième et si c'est trop bien par rapport au starter, c'est que l'humain est pas capable de le faire. Je sais pas si vous avez suivi ça, mais si c'est ça, ouais. Enfin, effectivement, il y a jamais de bonne solution parce qu'il faudra toujours définir un moment où le coup près tombe. Mais je crois que c'est plutôt sur la façon dont il tombe. Enfin, est-ce que c'est un coup près ou est-ce que c'est juste un petit claque derrière la tête avec le long lap ou le long, je sais pas quoi, comment ça s'appelle, le virage rallongé. Ouais, ça, le long lap. Pierre, une autre news. Ouais, donc la piste du circuit des Amériques, toujours critiquée pour ses bumps, on en parle chaque année, a encore été améliorée, dixit la direction du circuit, hein, je cite la source. Donc ça c'était avant la course, donc on disait à voir ce qu'en pensent les pilotes qui semblaient déjà dubitatifs sur l'année dernière lors de cette même annonce, où au final ça s'était avéré que c'était pire qu'avant. Voilà, à tel point que Miller a dit à ce sujet que vaut mieux se taper les bosses pleine balle et puis essayer de gérer avec ses réglages et un peu de sang-froid que d'essayer de les éviter parce que tu finirais toujours par t'en prendre une que t'avais pas anticipé de prendre. Donc finalement, ça lui a pas mal réussi, spoiler alert. Ouais. Et moi ce que j'ai noté aussi c'est que c'est le retour de la vengeance de la poussière, moins que l'année dernière j'ai trouvé, mais quand tu regardes les FP1 t'as l'impression qu'il pleut, quoi. Mais bon, c'est la poussière. Et d'ailleurs, Aprilia avait mis un dispositif sur son entrée d'air. Oui, un peu comme du baume du tigre à l'entrée. Une baume du tigre, une sorte de pâte de crème ou de pâte sur l'entrée d'air. Il chasse les mouettes à Phillip Island à la glu, quoi. Ouais. C'est un peu ça, ouais.
Non, mais moi j'avais évoqué une hypothèse de coke, tu vois, une sorte de dopant pour bécane, genre de la nitro en poudre. Il y en a qui trichent avec des ailerons sous le bras oscillant. Hein. Pourquoi ? Oulala. Non mais triche, tu sais bien que je rigole. Triche pas. Mais c'est Honda qui va encore pleurer que... pourquoi je cite la coke pour bécane, c'est que j'imagine Honda en train de dire qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis du dopant sur leur bécane. Ouais, bah après... Je suis surpris qu'ils aient pas fait chier avec le réglage de Ducat pour les départs. C'est le truc genre Citroën avec l'arrière surbaissé. C'est mécanique. Ouais, mais c'est mécanique. Est-ce que ça modifie la géométrie de la bécane en live. Mais ouais, moi je suis pas contre non plus, attention, je suis pas Honda, mais c'est comme Honda, ils arrêtent pas de gueuler. Je crois que le règlement, c'est que les suspensions arrière, elles peuvent pas être pilotées électroniquement, un truc comme ça. Ah ouais, mais tu peux modifier. Du coup, là, vu que c'est juste un bouton à tourner mécanique, ok. Bah, tant mieux, ça pose pas de problème. Mais ça laisse justement aux innovations la place d'exister, hein, c'est pas mal. C'est tout l'intérêt de la chose. Ah. Bon, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé sur la piste. Donc en Moto 3, on a Binder, Masia, Fernandez et Ramirez qui passent en Q2. Et c'est Antonelli qui fait la pole devant Fernandez et Rodrigo, Masia, Binder et Canet en deuxième ligne, Suzuki, McPhee, Lopez en troisième ligne. En Moto 2, on a en Q1 Martin, Ben Schneider, Binder et Bezecchi qui passent en Q2. Et c'est Schroeter qui fera la pole devant Marquez et Lowe en Q2. Ils seront suivis par Lutti, Binder et Navarro sur la grille. On a un Pasini énorme, 7ème, Martin très bien placé 8ème et Corsi 9. En MotoGP, il y a eu pas mal de beau monde en Q1. Ceux qui s'en extirpent, c'est Lorenzo et Petrucci. Alors Dovi échoue à quelques millièmes ou dizaines de millièmes, et donc il finira 13ème. C'est un peu rageant, mais il y avait pas mal de monde qui s'est fait surprendre. Ouais. En Q2, Marquez en pole, j'allais dire, c'est pas une surprise, bon, faut pas lui enlever ses bons tours, mais c'est vrai qu'il a toujours tendance, pour parler de la façon dont Marquez s'y prend en qualif, c'est pas vraiment de la stratégie, en gros, il claque des pendules très tôt, quoi. Sortie de stand, limite, il y a encore les traces de, tu sais, le blanc et le rouge sur le champ sur la bande de roulement des pneus, il a déjà claqué une pendule. Bon là, il y va, en avant Guingamp, il attend pas les dernières secondes. Quand même, Rossi arrive à pas être mauvais en qualif, ce qui est quand même, bon, il commence à savoir le faire, mais et Crutchlow, ouais, qui montre une bonne forme et des Honda et de lui-même, 3ème, donc Marquez, Rossi, Crutchlow. Miller, ce diable de Miller, 4ème. Donc, si je sais bien compter, c'est le premier Ducat. Spargaro 5. Alors là c'est quasiment s'ils avaient gagné un Grand Prix, parce que ça montre que la KTM est pas mal née, du moins sur un tour. Vignales 6. Donc je sais pas que je vais ricaner que Rossi est 2, mais bon, pas si bien que ça, Vignales. Rins 7, Petrucci 8 et Quartararo 9. Alors pourquoi je vais aussi loin sur la grille? Déjà Quartararo, mais aussi parce que c'est pas une guerre, mais il y a la rivalité certes saine des Ducats, y compris les Pramac. Et là, par coup de pas de bol, Dovi se retrouve coincé finalement 13ème, mais Petrucci et Miller essayent un peu de jouer à la place du deuxième en fait, même pas indirectement d'ailleurs, puisque t'as le contrat de Petrucci qui ne fait qu'un an. 3 petits points. Voilà. J'en ai fini de mes diatribes sur les qualifs. On va parler de la course Moto 3, donc avec Antonelli, Fernandez et Rodrigo qui s'élancent bien. On a Honshu qui chute dans le début de course. Suzuki, Binder et Lopez se montrent aux avant-postes également. Donc le japonais va se détacher doucement sans que ce soit vraiment irrémédiable. On a Fenati qui chute et qui va emmener Kornfeil avec lui dans le bac. On a Mignot qui reprend Canet et Suzuki qui va chuter alors qu'il était en tête à 5 tours de l'arrivée. Sasaki, un autre japonais, chute également dans l'avant-dernier tour, et devant ça se bastonne entre Canet, Rodrigo et Mignot pour le podium, avec Masia pas loin, et c'est Canet qui va s'imposer devant Masia et Mignot. Rodrigo 4, Antonelli 5, Arbonillo 6, Fernandez 7 et Lopez 8. En Moto 2, Pierre ? Alors la course Moto 2, donc Schroeter fait tellement un bon départ que tout le monde croit un départ volé. Mais il se rate au final au premier virage et Marquez peut lui prendre la tête, suivi par Lutti. Mais à ce moment-là, notre attention est retenue par un énorme crash sur ce virage numéro 1 qui va impliquer Di Gino Antonio,
qui va toucher la roue de Joe Roberts et percuter également Xavier Vierret. Les 3 finissent au tas, un cauchemar pour Joe Roberts qui faisait son premier GP à domicile. Quelques virages plus tard, c'est Baldassari qui vient percuter la roue arrière de Jorge Martin, qui venait d'avoir un gros, alors j'ai appelé ça wobble parce que c'était les boss quoi, qui faisait beaucoup bouger sa KTM, et il avait coupé les gaz, et là c'est Baldassari qui lui rentre dedans. Balda va chuter, sa course va s'arrêter ici, après 2 victoires, on le sait, sur les 2 dernières courses. Marquez va alors mener la course et résister plusieurs fois à Luthi aux tentatives que celui-ci va faire pour passer devant. Mais finalement, ça va se faire. Et tant qu'à faire, il sera pas le seul à venir le bouffer, Marquez. Donc on a Schroeter qui va le passer, mais c'est trop tard car Luthi s'est déjà envolé sur la tête de course. Au final, on a quand même Navarro, puis Pasini et Marini qui vont passer Marquez. Marini ne pourra pas tenir sa position. On a Luthi qui s'impose devant son coéquipier Schroeter, et Navarro finira 3e. 4e, Pasini pour une course exceptionnelle, on y reviendra plus tard. Marquez 5 et Marini 6. F, la course MotoGP ? Yes, MotoGP. Marquez ne se rate pas pour le départ, il vire en tête. Rossi décide de pas le laisser s'envoler. Du moins essaye. Donc il a les dents bien accrochées dans l'élastique du caleçon de Marquez, et idem pour Crutchlow qui file le train à Rossi, et ça, on sent que il y aura pas de cadeau. Vignales, malheureusement, comme à son habitude, part pas super bien. On pourra même parler d'un départ calamiteux, et en plus il se tape un ride-through parce on en a parlé un peu avant, pseudo-volé le départ. C'est le cas aussi de Mir. Au début, il a cru qu'il fallait prendre le fameux virage élargi, mais en fait, c'était un petit ride-through des familles. Et donc, pour revenir aux trois de devant, hein, qui se battent comme des chiffonniers, ils commencent à prendre un peu leur distance avec la meute. Et comme Crutchlow roulait un peu au-dessus de ses pompes, enfin, en tout cas, d'après ce qu'on a pu voir, hein, il s'éclate la curl, sur une entrée de virage un peu large avec freinage pas dans la trage, quoi. Freinage pas dans la trage, j'ai l'impression que c'est en gros par terre, quoi. Miller et Rins ont réussi à s'extirper de ceux qui n'étaient pas dans le trio de tête, donc pour reformer un quatuor de tête. Quatuor de tête va prendre le large de façon un peu énervée, pendant que le reste du peloton, j'ai noté jouer avec son caca. En gros, non mais pourquoi je dis ça, c'est parce que à la caméra il y a vachement d'écart, alors que pendant pas mal de grands prix on a eu genre les 15 en une seconde, enfin tu vois ce que je veux dire, c'était presque devenu du Moto 3, ce qui est pas un problème, au contraire, hein. Mais là et j'ai noté aussi dans le jargon on appelle ça une Bautista. Quand à la caméra il faut attendre la ligne droite pour voir les autres, c'est que, et on est en train de parler des, allez on va dire 6 premiers tours. Ça quand même ça bastonne. Mais ça veut dire aussi que le rythme devant était un peu ne pardonnait rien, et peut-être qu'il y a des gens qui évitent de s'éclater la gueule pour pouvoir finir aussi. Donc comme justement je le dis, Marquez, c'est pas non plus it's lonely at the top, c'est pas non plus facile de se faire des Lorenzo ou des Bautista, parce que il se bourre, et à ce coup-là le décrochage de l'avant avait pas prévenu. Alors prévenir pour Marquez, c'est les fameuses 30 millisecondes des coureurs de 100 mètres, hein. Là il s'en met une bonne et il arrive pas, malgré moult efforts, à relancer la mécanique. Donc de ce quatuor de tête, ça devient un trio, hein, avec Rossi qui se fait filer le train, non plus par paix à sa bécane Crutchlow, mais Rins. Et Miller, lui, s'accroche pendant 3-4 tours, mais après, en moyenne, il prend une demi-seconde au tour, parce que en fait, Rins veut vraiment passer Rossi sans trop de calcul. On sent bien qu'en fait, avant les virages, Rins peut se permettre quelque chose, ce qu'il va faire à 3 tours de l'arrivée, parce que je pense qu'il voulait pas essayer de lui faire dans le dernier virage à Rossi, vu que le susnommé Rossi a un tantinet de bouteille. En gros, profitant du fait qu'il était mieux, hein, faut quand même appeler un chat un chat, il le double à 3 tours de l'arrivée, et Rossi arrivera pas, même en cravachant, à la rattraper. Donc Miller finit un bon 3e, enfin bon, au sens résultat satisfaisant, puisqu'il est à Dovi était en train de le rattraper, en fait, pour la petite histoire, parce que derrière ça s'est quand même aussi un peu battu, hein, faut pas déconner. Dovi a remonté, alors à la faveur de quelques chutes, mais surtout de dépassements talentueux. Alors les réalisateurs nous ont un peu privés de ça aussi, il faut dire que devant s'est passé des choses, hein. Mais ouais, Dovi avait vachement remonté, et donc Miller finit 3, Dovi 4, mais il était encore à une seconde de Miller, et surtout en fait il s'était quand même détaché du fameux peloton qui jouait avec son caca, parce que Morbidelli était 9 secondes derrière.
Et pour parler des gens que j'ai affectueusement pris pour des gamins de la crèche, il y a quand même Quartararo qui s'est fighté un petit bout de temps avec Petrucci quand tu regardes un peu les tours par tour. Le 9 et le numéro de Quartararo, je suis inqualifiable, je connais pas son numéro par cœur, c'est le 20. Le 20 Le 20, c'est ça, hein, bah, comme son âge, c'est pour ça que ça m'a troublé. Le 9 et le 20 ont quand même pas mal bastonné. Après, ça s'est un peu calmé, mais sur les quelques derniers tours. Mais bravo Fabio. Donc j'anticipe sur les résultats des Français. Quartararo qui est un bon 7ème, sachant que finalement dans l'ordre, donc t'avais Dovi, son coéquipier Morbidelli, Petrucci. Et Quartararo non loin derrière, fini 7ème. Zarco 13ème, qui a le mérite de finir et d'endurer ce qu'il endure. Sachant que je crois, sans dire d'Henrik Espargaro, son coéquipier est juste derrière Quartararo, il est 8ème. Ouais. Et on notera aussi que les bourrances qu'il y a eu Lorenzo, je l'ai pas cité, mais il a abandonné sur problème mécanique, on saura peut-être pas lequel, mais il était chanchant, c'est normal. Et donc au final c'était un peu la course noire pour Honda, quoi. Apparemment, le moteur de Lorenzo est parti directement au Japon. Hein. Oula, je pense que ça va un petit peu transpirer de la tempe et avoir la fameuse veine en croix comme dans les mangas qui gonfle. Je pense. Hein. Désolé pour ce cliché horrible pour le Japon. Excusez-moi. Voilà. On va parler un petit peu des discussions post-course, Pierre, pour le Moto2. Ouais, pour commencer, donc mon petit chouchou Pasini qui était en pré-retraite forcée, hein. Lui qui veut pas payer un guidon en Moto2, on l'avait déjà dit. Il devait se rendre au quota pour la télévision italienne pour qui il est commentateur et du coup il finit par faire un remplacement. Et surtout un résultat incroyable, il finit 4ème. Donc forcément c'est un bon team et c'est une bonne moto, hein, mais on rappelle qu'il connaissait pas la machine et surtout il connaissait pas le moteur avant de mettre la main dessus en FP1. Moi je sais pas ce que vous avez pensé de sa course. Il a tué personne déjà. C'est quand même bien. Non, on sait qu'il chute beaucoup, mais après, oui. On sait que c'est un pilote rapide, c'est vrai, mais qui chute beaucoup. Mais, sur une moto que tu connais pas, quand tu vois par exemple ce que fait Zarco avec KTM, non, ou Lorenzo sur la Honda ou sur la Ducati quand il est arrivé. Je veux dire, quand tu mets la main sur une nouvelle moto, même si t'es talentueux, c'est pas toujours facile, quoi. Non, mais pour en revenir à Pasini, moi je suis ton avis, hein, dans le sens où je trouve on en avait déjà parlé en disant que c'était dommage qu'il ait pas de guidon. Voilà, il a une opportunité de montrer qu'il est très rapide. Il l'a saisi et c'est bien. C'est bien. Moi je trouve que c'est vraiment dommage qu'on le voit pas régulièrement cette année. Après, faut pas qu'il perde la main et j'espère que l'année prochaine, il saura trouver une bonne moto, quoi. Ouais, bien sûr. Après, on verra, on lui souhaite le meilleur. J'espère, moi, qu'on va le revoir. Et... Après, il a 33 ans, donc c'est pas non plus le plus jeune du paddock, quoi. Oh, mais jusqu'à 40 ans, tu peux faire des trucs super. Bon. Il y a pas d'âge limite en Moto2 ? Non, il n'y a pas d'âge limite en Moto2. Ok. Je crois pas. Le deuxième point que j'ai noté pour la Moto2, c'était la course de Brad Binder, en fait, et de KTM en général. Donc Binder qui abandonne suite à un problème d'embrayage. J'avais cité comme favori cette saison pour ma part. On voit qu'il enchaîne les courses catastrophiques. Et pour KTM, donc sur cette course, donc parmi les 12 premiers, on a 11 Kalex. On a une speed-up qui traîne en 3e position. Mais la première KTM, c'est Martin avec la 15e place, donc 1 point. Oui. On a Binder et Cardelus qui ont abandonné. On a Bezeki et Lecona, Roberts qui ont chuté. Et Ottel et Tulovic qui finissent loin, 18 et 19. Donc week-end catastrophique. Et je discutais avec Doc Morcelino sur les stats. Il me disait que c'est le pire week-end en Moto2 pour KTM depuis la création de la catégorie, et que c'est le pire week-end de course en catégorie intermédiaire, donc y compris 250, depuis 2007 pour KTM, et au Portugal où ils avaient rapporté 0 points. Donc c'est pour dire que ça fait 12 ans que KTM n'a pas fait un aussi mauvais résultat en catégorie intermédiaire. Ça va pas très bien pour KTM en Moto2. On se souvient qu'au Qatar, ils avaient ramené que 4 points. En Argentine, c'était un peu mieux avec 13 points, mais là, je sens que Pete Beller, tonton Bayer, il est où tonton Bayer là, hein? Hop.
Excusez-moi, hein. Mais généralement, c'est les entraîneurs qu'on vire en foot, hein. Excusez-moi, hein. Ouais. Mais pas là. Je l'ai dans C'est le vrai. liste, connard. Excusez-moi. Non, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas réussi leur adaptation au moteur Triumph. Ouais, c'est con parce qu'ils Je ont doute cette pas d'excellents fournisseurs de châssis. Enfin, c'est excellents fournisseurs de châssis pour les motos de route. Bah là, moins. Bah, surtout qu'ils ont Pour moi, ils ont un des meilleurs rookies du plateau qui est Bezeki. Ils ont un des meilleurs pilotes qui était, en tout cas, dans les favoris cette saison avec Brad Binder. Donc, ils devaient faire des choses cette année. Le Kona est quelqu'un d'assez expérimenté. Bon, après, on verra. C'est que la tournée d'outre-mer. On sait que... En Europe, ça sera peut-être différent, mais c'est pas serein comme début de saison, quoi. Ah oui, non, c'est sûr. Je pense que ils sont en train de courir partout, là, tu sais, comme dans les dessins animés, là, les gens qui lèvent les bras, ils courent dans tous les sens. La maison est en feu. Moi, j'appelle ça dans tout projet, t'as une phase. Dans tout projet, t'as une phase de poulet décapité. Et ouais. Voilà. Pas mal. Voilà. C'est en ce moment et c'est en MotoGP. Ouais, bah justement, on va parler du MotoGP vite fait. Alors moi, je vais commencer par Vignales. Non, mais déjà c'est une blague, quoi. Bon, ouais, Non, moi, je pense que c'est pas une blague parce que, bon, bah, de toute façon, son faux départ, c'est un faux départ. Donc voilà. Et moi, ce que je trouve bizarre, c'est effectivement... alors, je pense qu'il y a eu d'abord un problème de panotage. Parce que je crois que sa team lui a panoté une penalty. Et après, ils lui ont panoté le ride-through. Mais bon, on a bien vu aussi que le commissaire de piste, c'est lui qui décide des ride-through et enfin des faux départs. Et un faux départ, c'est directement un ride-through. Donc, quand il est passé par les stands, effectivement, il était énervé envers son panotage, ce qui peut se comprendre puisqu'il a été pas très bien panoté. Mais la commission de piste, là, l'a bien pas noté, quoi. Il était considéré comme ride-through, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Après, je sais pas si vous avez vu l'image du panneau. Il est tout petit, c'est un post-it, le truc. Alors voilà. J'étais ça, c'est aussi un problème dont je voulais parler. Déjà, les pilotes, ils disent à la vitesse où on passe, on a du mal à voir le panotage. Et là, quand tu vois le panneau le truc, de la direction de piste, c'est un post-it, quoi. Ah, même moi dans mon canapé, j'avais du mal à le lire sur la caméra, quoi. Donc les gars, déjà ils sont en train d'essayer de pas mourir. Non, clairement, c'est pas un panneau le truc. Hein. Je sais pas ce que c'est, mais ouais, c'est un post-it. Bah, non, mais c'est pas. On l'a déjà vu avec Fenati. Il y a des erreurs qui sont commises parce qu'effectivement, c'est compliqué de lire les informations en temps réel, que ce soit le panotage ou même sur le tableau de bord. Pour moi, il faudrait trouver une solution, peut-être à base de couleurs. Genre, il y a une énorme couleur rouge qui s'allume sur le tableau de bord ou jaune. Si c'est genre le long lap, c'est jaune. Si c'est le ride-through, c'est rouge. Enfin, ah bah oui, c'est techniquement compliqué. Ils arrivent. C'est quand même pas bien compliqué. Le dashboard, ça se fait maintenant, hein, donc ça devrait faire ça. Et puis effectivement, pas une espèce de texte genre qui a moyen de pas comprendre, quoi. C'est pas Mapping 8, hein. Ouais. Mapping 8, ça se comprend pas visiblement. Donc, mais bon, voilà, enfin le petit mot pour Vignales, c'est ça. Je trouve que il s'est fait une pierre à Richard là, ouais. Mais c'est pas de sa faute. Si, le faux départ, c'est de sa faute. Non, mais j'entends la mise en application de son châtiment. Ouais. Un petit peu, ça bafouillé, quoi. Ouais. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous, dans le sens où, bon, le faux départ et l'interprétation mauvaise de sa pénalité font que, pour moi, ça a montré qu'il est toujours pas serein. Oui, ça, c'est sûr. Oui, bien sûr. Qu'il est pas bien, parce que faire un faux départ, il s'est tellement mis en tête de pas rater son départ qu'au final, il fait un faux départ. Et après, on lui signale qu'il a une pénalité. Enfin, s'il réfléchit 2 secondes, il sait qu'il a touché aucun pilote, qu'il a fait tomber personne a priori, sinon il l'aurait peut-être senti. Il a pas dépassé mal des personnes, donc il se dit qu'est-ce que j'ai pu faire comme erreur ? Un faux départ, donc c'est ride-through, c'est pas un long lap. Donc tout ça montre qu'il est pas tranquille dans sa tête, qu'il a encore même si aujourd'hui il s'énerve plus. Et il a quand même c'est pour ça que j'avais un semblant d'empathie pour ce personnage, parce qu'il a pas encore viré son chef mécano, il a insulté personne. Après, il a le temps.
Ouais, bon, en tout cas, il a un peu la poisse, mais pour moi, ça reste des erreurs qu'il ne devrait pas commettre. Autant on peut parler de poisse vraiment pour Lorenzo, encore une fois, parce que là, typiquement, le mec, il est pour rien du tout. Autant pour Viñales, ça montre qu'il n'est pas assez solide en ce moment dans sa tête. Ouais, bah pour poursuivre sur les malchanceux, bah Lorenzo, parce que depuis le début de saison, il y a quand même problème de blessure, problème d'embrayage au Qatar, le problème du départ avec l'activation du pit lane limiter en Argentine, la poignée. En qualif, il y a eu des problèmes, il y a des problèmes de chaîne aussi chez Honda. Ouais, là, faut sortir les coups fourrés du Milborn, quoi. Parce que là, ça devient compliqué. Enfin, il avait montré de belles choses aux essais, quand même. À sa team. C'est pas... Ouais. Parce que le coup de la chaîne, ça paraît presque... Enfin, c'est inédit quasiment, même si je crois que Marquez avait déjà eu un problème et c'était en qualif. Ouais, les chaînes... Oui. Et en plus, mine de rien, les chaînes, ça peut être quand même vénère. Hein. Une chaîne qui pète ou qui se barre, blocage de roue ou éclatage de jambes. Ouais. Ah ouais, ça peut être vachement dangereux, ces petites choses-là, quand même. Bon, moi j'ai noté, c'était tout simplement l'explication la plus rationnelle, c'est que c'est la moto de Pedrosa. Donc on sait qu'elle est maudite. Donc voilà, c'est tout. Est-ce qu'il fallait pas profiter d'être au Texas pour la brûler sur un cimetière indien? Oh non, mais non, comme font les mecs en Harley, tu sais, ils achètent des japonaises et ils les balancent. Pour les foutre au fond du lac. Tu sais, ils font venir une grue exprès qui est super haute pour pouvoir lâcher les japonaises de très haut. Ah, c'est l'Amérique, hein, c'est le rêve. Si c'était que de moi, ce serait plutôt des Harley qui dévaleraient les... Oh, arrête. Bon, bref. Arrête. Excusez-moi. Mais j'en profite d'ouvrir ma grande curle. C'est que grâce à l'excellent doc Morcellino, à savoir Thomas Big Data Morcellino d'Off-Bike, nous fait savoir que c'est quand même le plus mauvais résultat d'Honda depuis 2002. Avec seulement les 6 points de Nakagami, puisque les 3 autres Honda étaient hors course. Et après avoir un peu épluché le paddock, effectivement, il y a guère que Ducati qui a plus que 4 Brel. Yamaha 4, et puis Suzuki 2, KTM 4. Depuis le retrait de Marc VDS, Honda en a perdu 2. Hein. Mais... Oui, non, je voulais juste glisser un mot des rivalités, c'est un bien grand mot et je me garderais bien de dramatisé quand il n'y a pas lieu, mais tu as Miller Petrucci pour réussir à gratter la place, et même si évidemment que non seulement Dovi reste leader, et que ce soit en théorie et en pratique, hein, l'épisode de la Q1 ça montre déjà une concurrence, mais évidemment que Petrucci n'allait pas laisser sa place au sein de la famille Ducati, mais ça a l'air plus sain que des rivalités un peu à la Lorenzo sapant le moral et vice versa, ou Iannone éclatant son adversaire. Mais c'est en gros, on va dire, si on veut être positif, il y a une saine émulation chez Ducati, mais ça s'étend aussi à Pramac. C'est ça le truc. Oui. C'est pas que dans le box. On va dire que les pilotes, déjà il y en a, sur 4 pilotes, il y en a 3 italiens si on prend Pramac. Et puis on l'a déjà dit, ils sont vraiment amis, Petrucci et Dovi, dans la vie. Ils ont un peu le même type de caractère, très famille, très. Ouais, mais ça se joue sur la piste et de façon saine. Voilà, c'est ça qui est bien. Et après, on l'a vu, c'est pas parce que Dovi part de la 13e place avec son mécanisme de départ. On l'a dit tout à l'heure là. De départ rabaissé là. Je sais plus. J'appelle ça Citroën, parce que ça me fait penser au BX quand elle se lève. Je crois qu'au premier virage, il était déjà 7ème. Donc, il a fait un super départ. Même une super course, parce qu'il finit pas si loin, eu égard là d'où il venait. Non, bien sûr. Et puis, on sait que c'est une piste sur laquelle la Ducati a traditionnellement du mal. Mais ouais, pour en revenir au débat principal, donc Dovi, lui, il a signé pour encore 2 ans, donc il est là jusqu'en 2021. Par contre, on sait que Petrucci finit son contrat cette année. Et Miller tape au portillon, assez dangereusement, parce que il fait un très bon résultat en Argentine. Il fait un excellent résultat ici aux USA. Il se rappelle au bon souvenir des employeurs. Je sais ça. Après, est-ce que le caractère d'un Miller un peu plus extraverti plaît aux grands pontes de chez Ducati qui ont enfin trouvé la paix dans leur box? Ouais. Je sais pas.
parce que c'est ça aussi qui joue. Eux, ils veulent que Dovi soit titré champion du monde. Tous les moyens là-dessus, donc à voir. Miller l'a encore dit ce week-end. Lui, tout ce qu'il veut, c'est rouler pour Ducati sur une officielle. Donc, les cartes sont là. Il reste 16 Grands Prix. Yes. Donc, et le pire, c'est que Petrucci fait pas des mauvais résultats, mais je trouve qu'il fait pas des meilleurs résultats que quand il était chez Pramac non plus. Donc, ça, faudrait regarder, mais là, il fait 3 fois 6ème. Chez Pramac, c'était un petit peu plus compliqué, peut-être. Il était je crois qu'il était peut-être pas nécessairement beaucoup plus loin, mais je pense qu'il faudra regarder à mi-saison, commencer à regarder à mi-saison, à comparer, quoi. Oui, bien sûr. Après, je suis d'accord avec toi que Miller va tout faire pour prouver qu'il mérite un guidon usine, et ce qui est peut-être le cas. Hein. Mais comme tu l'as dit, il y a une émulation assez saine. On sent que ça se bat, mais ça se bat dans les règles et ça se bat correctement, quoi. Et c'est ça c'est ça que j'aime bien, quoi. Ouais, c'est ce que t'aimerais voir globalement, en fait. Sans qu'il y ait trop de calcul. Il y a du calcul, mais c'est un calcul qui est normal, parce qu'il se base sur des chronos, et puis de faire parler les chronos, Ouais, c'est ça. Oui, et puis il n'y a plus l'espace médiatique que pouvait prendre un Iannone ou un Lorenzo, pas pour les mêmes raisons, mais qui prenait, qui était peut-être difficile à gérer, en plus des résultats dans le box, qui fait qu'aujourd'hui Petrucci c'est quelqu'un de plutôt effacé. Ils essaient de mettre toute la lumière sur Dovi, mais qui n'est pas forcément non plus très friand de médias. Donc on va dire ils peuvent travailler dans une ambiance apaisée sans toutes les crises, on va dire médiatiques qu'un Iannone ou Lorenzo pouvait apporter. Quoi. Donc moi je vais reprendre une phrase que Christophe Guillot a dit quand il parlait de la tournée d'outre-mer d'ouverture du World Super Sport. Il disait on ne gagne pas le championnat ici, sous-entendu les 3 premières courses outre-mer, mais c'est ici qu'on peut le perdre. Et je trouvais que c'était assez juste et qu'on pouvait également l'appliquer en MotoGP, où l'on voit aujourd'hui donc les 4 prétendants au titre cette année qui vont se tenir en 9 points. Donc on a De Vries, Rossi, Rins, Marquez. C'est pas parce qu'on a fait des bons résultats ici qu'on va forcément devenir champion du monde, mais c'est vrai que si on y fait des mauvais résultats sur ces 3 courses, c'est déjà très compliqué de revenir, et je pense que le classement le montre avec 15 points d'écart entre le 4e et le 3e et le 4e et le 5e, pardon. Ouais. En fait, c'est ça, c'est que comme tu l'as dit, clairement personne n'a gagné le titre, mais là déjà Viñales il a 40 points de retard et Lorenzo il en a 47. Donc 47 points, c'est quand même 2 victoires sans points pour les copains, quoi. Et ça c'est compliqué. Et sur 3 courses, les deux, ils ont déjà moins 40 points, quoi. Donc c'est un retard qui est énorme à ce niveau-là, quoi. Bien sûr. En 3 courses, tu prends 40. Steph, tu voulais nous parler un petit peu de Zarco ? Oui, parce que on s'était enflammé sur lui quand il était chez Tech 3, on va pas non plus l'oublier quand il est en train de galérer. On sait qu'il est doué parce que ça il l'a prouvé, mais là il était assez dépité en interview, il n'arrivait pas à cacher qu'il était blasé. Surtout ce week-end en plus, parce que Spargaro avait fait une super pole, pas une super pole, une super qualif, excusez-moi. Bon, on a vu aussi qu'il est fini 8ème versus 13ème pour Zarco. Et là il confirme qu'il fait le dos rond, il le dit sans détour. Mais ce qu'il dit aussi, c'est que quand il améliore un truc quelque part, il y a 2 trucs ailleurs qui partent en sucette, donc il n'arrive pas à faire des clics de crémaillère, à progresser quoi. Et donc en fait ce que tu sens dans ce qu'il raconte en interview, c'est qu'il non seulement il fait le dos rond, mais il sait pas trop quand ça va s'arrêter les conneries. Donc là, il se berce même pas d'illusions en s'imaginant qu'il y a des pièces qui vont arriver et tomber du ciel. Le moteur qui tourne dans le bon sens ou la fourche carbone, ça c'est déjà fait. Donc par la patte de lapin, on voit pas. Mais ça veut pas dire que ça va pas aller en s'améliorant, parce que peut-être que lui il va trouver un feeling. On sait tous qu'il est plutôt coulé et économe de ses pneus, et qu'en fait il faut mettre des gros coups de latte dans la bécane pour qu'elle tourne et qu'elle freine. Peut-être qu'il s'adaptera à la bécane et vice-versa. C'est le grand discours tarte à la crème des deux qui doivent s'adapter. On verra si tonton Pete a des déclarations à faire là-dessus, je sais pas. Sinon, dans les déclarations plus positives quand même sur les Français, c'est que Quartararo, il étonne. Alors, moi, il m'avait déjà étonné en montant direct. Et puis, comme il a une Yamaha, alors les gens disent que c'est une moto, non pas facile, mais pas difficile, donc ça permet de débuter correctement. Il nous fait un peu une Zarco en moins spectaculaire, mais quand même une
très solide début de saison, parce que faut pas oublier qu'il va souffler sa 20e bougie samedi, hein, on enregistre mardi. Il y a un article sur MotoGP.com qui dit The Not So Rookie, parce qu'il a beau être rookie, il fait des trucs super solides, plus qu'un Abraham ou d'autres qui sont là depuis je sais pas combien de temps. Il a, comme on l'a évoqué déjà, pu batailler avec Petrucci. Il dit lui-même, Quartararo, que d'avoir un peu croisé le fer avec Petrucci, ça lui a permis de voir 2-3 trucs. Donc si en plus, non seulement il finit ses courses, il apprend des choses, et en plus il finit dans les top 10, bah c'est cool, hein, parce que finalement, ok, son coéquipier était 2 places devant lui, mais c'est quand même pas n'importe qui, Morbidelli. Ni n'importe qui, ni un rookie. Donc il est... il est solide, le gars. Ce qu'il disait, c'est que son objectif, c'est de terminer premier rookie. Donc ça a l'air d'être à sa portée, mais c'est surtout la manière dont il y arrive qui est assez impressionnante. Il enchaîne les top 10. Au classement général, il est devant son coéquipier Morbidelli, qui a plus d'expérience. Donc voilà, il est toujours pas tombé, je crois, depuis qu'il est sur la moto, depuis les essais de Rérez ou de Valence l'année dernière. C'est quand même tant mieux pour lui, hein, j'espère. D'ailleurs, il faudrait bien qu'il tombe, parce que le jour où il va tomber, il va se poser beaucoup de questions. Donc, que ce soit en FP1. Mais ouais, voilà. Non, mais c'est un très très solide début de saison, très bon. On sait que c'est une bonne moto cette année. Il a une 2019 comme Rossi, comme Vignales. On lui souhaite le meilleur. Ouais, clairement. Moi, en plus, quand il est interviewé, il a l'air adorable, ce bonhomme. Donc. Ouais, c'est qu'il ne gâche rien. Ouais, voilà. Comme vous l'avez dit, hein, on en a déjà parlé aussi, c'est la très très bonne surprise du début de saison. Après, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner au sens plus large pour Yamaha sur les pistes qu'on posait problème l'an dernier, c'est-à-dire toutes les pistes de l'été qui arrivent là, et puis aussi de le voir clairement prendre du plaisir, faire des bons résultats. C'est très bien pour lui, parce que c'est jamais facile de monter à son âge. C'est jeune, mais au bout du compte, il a pris ça de manière très très pragmatique, sans pression, et puis les résultats viennent de manière assez logique, hein, puisque c'est pas des hold-up qu'il fait. Il roule bien, il chute pas, comme vous l'avez dit, donc c'est normal que ça paye. Et moi je pensais que ça allait être plus compliqué pour être assez vite chez les premiers rookies. Je pensais que Bagnaia allait être un petit peu plus plus à la bagarre avec lui. Mais bon, après, c'est pas non plus des écarts énormes, mais tous les points qui sont pris seront pas à prendre plus tard. Ouais, exactement. Puis même mentalement, en fait, même si ça reste que des places sur un papier, en gros, finir X places devant l'autre, ça marque aussi... ça peut aller que dans le bon sens, quoi. Ça prouve déjà que tu peux le faire, et en plus, ça donne du peps encore plus, quoi. Quand tu fais ce qu'il fait en 3 courses, ça veut dire qu'il comprend la moto, il s'adapte au nouveau matériel. C'est vraiment bien, quoi. Ça augure d'une belle saison, quoi. Yes. Faut continuer dans ce sens-là. Après Zarco, on en a dit beaucoup de choses déjà sur les épisodes précédents. Ça fait mal au cœur de le voir galérer, surtout quand on voit Espargaro qui fait des bons résultats. Après, c'est pareil, il va falloir qu'il y ait un déclic, en espérant qu'il vienne. Ouais, puis ça reste. Il y a certes eu des essais et des mises au point, mais ça reste 3 courses. Et encore une fois, au moins, il finit ses courses. Donc, j'imagine s'il chutait là, ce serait encore plus la galère. Hein, mais. Ouais. Puis il finit devant Oliveira encore cette fois, et devant Serine. Donc vous allez me dire encore heureux, mais non, vu que ça rebat les cartes la KTM, non, c'est pas forcément encore heureux, c'est pas mal. Je pense que c'est le mieux qu'on peut dire, parce qu'on sait que Zarco il a ce qu'il a comme talent de pilotage. Donc à mon avis c'est un peu comme la Yamaha, comme si c'était le maître étalon un peu neutre. Et puis tu mets quelqu'un sur une Yamaha, tu peux à peu près juger si c'est un baltringue ou pas, et ou s'il est bon évidemment. Et après sur une Katoche ou une Ducati, c'est pas forcément la même blague. Après on est obligé de parler un petit peu de la course de Rossi, quoi, même si
Moi, au sens large, la course MotoGP, je l'ai pas trouvée très palpitante. Non. Dans le sens où il n'y a pas eu énormément de dépassements, c'était une course au rythme. Après, on a vu clairement que Rossi, au départ, il a essayé de suivre Marquez et c'était clairement pas possible. Ouais. Crutchlow était là, mais comme on l'a vu, il surroulait un peu, donc il a chuté. Et après, on a vu aussi que Rins, dès qu'ils l'ont averti, il y a eu un petit passage, un petit panotage de Mapping 3. Je pense que de leur côté, c'est un petit signe pour dire c'est bon, il y en a un petit peu sous le pied, tu peux en remettre un peu, t'as économisé tes pneus, tu peux y aller. Donc il a vite dépassé et vite pris l'avantage. Mais la course de Rossi, encore une fois, elle est à l'image de son début de saison. Il est... pour quelqu'un qui sort d'une saison compliquée avec sa moto, qui a quand même l'âge qu'il a, faire les résultats qu'il fait, c'est quand même, à mon avis, pas donné à tout le monde. Là encore, il fait une belle qualif, donc ça lui permet de voir qu'il comprend bien la moto à la fois sur un tour et à la fois sur la course. Ça va me permettre d'enchaîner directement sur le point suivant, mais moi je trouve que ce que fait Rossi, c'est au-delà de ce qu'on pouvait attendre de lui, quoi. Oui, c'est une sorte d'épicier, mais pour un épicier, il est flamboyant. Non, mais il est plus dans l'épicerie quand tu commences à faire 2 fois deuxième. Non, mais pourquoi je parlais d'épicier, c'était vraiment pour reprendre la remarque de Pierre, qui l'avait lui-même repris de Christophe Guyot. Tu peux pas forcément gagner là, mais tu peux perdre. Donc si tu chopes pas des points à ce moment-là, c'est ça que j'appelle de l'épicerie. C'est peut-être ce qu'il a compris sur la fin de saison. C'est sur la fin de saison, il a voulu rouler un peu trop fort. Il a subi 2 chutes. Ouais. Là, de toute façon, il a vite vu que Marquez, il pourrait jamais aller chercher. Et quand il se le passe aussi, mais il fait des très belles courses, quoi. Et ça fait plaisir de le voir devant. De voir une moto qui marche. Alors j'espère qu'elle va marcher, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la saison, parce que c'est jamais facile d'être au rendez-vous sur tous les circuits. Moi je suis vraiment heureux de le voir là, quoi. Ouais, clairement, j'ai évité d'en rajouter parce que je suis pas objectif, mais j'étais content. Non, mais Rossi a fait encore une fois une très belle course, comme en Argentine. J'ai trouvé qu'il s'était fait surprendre par j'ai trouvé que comme ça, le dépassement, je trouve qu'il a pas senti venir le dépassement, je pense. C'est l'impression que j'avais, c'est qu'il a dû croire que Rins allait faire comme lui ferait, à savoir dans le dernier tour, pas forcément trop tard, mais dans le dernier tour. Et en fait, Rins, soit il s'est dit ça, soit il a fait comme il a pu, mais il s'est dit faut pas que je m'amuse à essayer de le fumer dans le dernier tour, vu que c'est aussi un renard. Après voilà, donc il a pas réussi à revenir. Bon, il tente une attaque un peu désespérée à la fin, c'est raté, qui n'aboutit pas. Non, mais c'est une très belle course. Je pense que y a rien à dire. C'est bien de le revoir à ce niveau, enfin de le revoir. Oui, de le revoir. Parce que l'année dernière c'était compliqué. En espérant peut-être quelques victoires cette saison pour lui, il le mériterait, je pense. Finger crossed. Maintenant. On n'a pas parlé de Marquez, mais il était parti pour gagner, on est d'accord. Clairement. Clairement, il avait tout pour gagner. Voilà. Quand tu vois que les deux autres essayaient de cravacher comme des bâtards et que lui, il s'en allait quand même. Waouh. Ouais. Après, ça rejoint exactement ce que disait Michel Turcot en préparation de saison. Après le débrief du Qatar, le plus grand ennemi de Marquez cette année, ça va être lui-même, et il l'a prouvé ici. Il a cramé 25 points. Ouais. Ça, c'est clair. Hein. Alors qu'à l'opposé, on a un Dovi qui on va dire, a sauvé des points en Argentine et aux USA, où il sait que c'est pas forcément là où il va gagner les plus gros points, et il a réussi à engranger le maximum qu'il pouvait. Donc après c'est top pour le championnat, ça fait plaisir de voir ça à ce niveau-là. Après à la décharge de Marquez, l'état de la piste est quand même pas à l'avantage de on va dire d'un peu tout le monde.
C'est ce que je me suis dit sur tous, en fait. Moi, j'étais déjà impressionné que autant de personnes finissent, quoi, parce que c'est une piste. Alors, des fois, t'as des pistes difficiles où tu peux te rater, mais là, t'as des pistes difficiles parce qu'elles te piègent au sens premier du terme. Hein. C'est pas un virage qui se referme, le truc, c'est une bosse, quoi. Et donc, puis la Honda, elle est quand même pas si simple que ça à piloter, a priori. Puisque Crutchlow également chute. Lorenzo il a fait la course qu'il a pu faire, mais on voit qu'elle est peut-être moins à l'aise sur un circuit de ce type-là où c'est pas si où il faut tenir compte d'un petit peu cet aléa-là. Bah alors ça, il y a Michel Turcot qui fait une remarque que j'ai trouvé très juste. Tu regardes les deux motos qui font des bons résultats, c'est des 4 cylindres en ligne. Alors que les motos un peu plus violentes comme les Honda et Ducati, soit elles finissent pas, ou soit par exemple pour Jack Miller et Dovi, ils sont à plus de 8 secondes quoi, de la tête de course. Donc les V4 c'est un peu plus, la puissance arrive différemment, et peut-être la violence entre guillemets du moteur fait que sur des pistes bosselées c'est plus compliqué à gérer. Ouais. C'est clairement possible. Hein. Ouais. Après, pour clore sur cette course MotoGP, on peut que féliciter Rins pour sa victoire parce que il part quand même 7ème sur la grille et on a souvent pensé que il fallait être dans les 2 premières lignes. Bon, il est pas très loin de la 6ème place, il part 7, mais il fait une très très belle course. Il se replace assez vite bien, et puis surtout, comme tu l'as dit, Steph, dès qu'il a embrayé, il a assez vite pu passer Rossi, se mettre à l'abri, même si dans le dernier tour c'était jouable. Mais c'était une super belle course, tout en maîtrise. On voit que la moto est bonne. Il a pas fait d'erreur parce que là où tu vois qu'un Rossi peut faire des erreurs quand il s'agit de conserver la place, ça veut dire que Rins ne les fait pas. Et en plus c'est un peu comme désolé pour encore une analogie sur le tennis, mais une première finale de Grand Chelem face à Federer, t'es quasiment sûr de perdre. Sauf si t'as un ciboule d'enfer. Mais ce que je veux dire, c'est quand t'es première victoire en MotoGP, je crois que mais tu vois ce point-là, Rins, il en était là peut-être, on va dire en fin de saison dernière, où il était dans les 3, 5 sur toute la durée de la course. Donc c'est à ce moment-là qu'il s'est forgé un petit peu le rythme à avoir en fin de course si tu veux gagner, quoi. Mais imagine qu'il est psychoté à genre putain, faut surtout pas que je tombe. Là, c'est sûr que Rossi, j'ai faisait l'Inter. C'est ça que je veux dire. C'est tu vois, c'est la fin de saison dernière qu'il le. Oui, il a réussi à rouler détendu en fait. Ouais, qu'il l'a prémuni un petit peu de perdre pied, quoi. Non, c'est fort, c'est fort. Bravo à lui. C'est un Espagnol, mais moi je l'aime bien. Non, quoi. Je ne suis pas pro-italien ou pro-français. Je suis pro-sympa. On fait un point championnat. En Moto 3, on a Masia et Canet avec 45 points, Dalla Porta et Antonelli 32 points. En Moto 2, on a Baldassari 50, Schroeter 47 et Lutti 45. En MotoGP, Dovizioso 54, Rossi 51, Rins 49 et Marquez 45. On a Quartararo, premier rookie avec 17 points et 10e au général, et Zarco 19e avec 5 points. Alors on va faire un gros détour puisqu'il y a eu plein d'actu dans d'autres catégories. On va parler rapidement d'endurance puisque les 24 heures du Mans, c'est ce week-end, c'est la 2e manche du championnat du monde IWC. Donc c'est le 20 et le 21, départ samedi 15h au Mans évidemment. Les favoris, donc on a le FCC TSR Honda France qui est en tête du championnat après la victoire au Bol d'Or. Et champion du monde en titre, avec Freddy Forret, Joshuk et Mike Di On a le Yacht qui va aligner Brock Parts, Martin Fritz et Nicolo Canepa. Le CERT avec Vincent Philippe, Étienne Masson, Greg Black et Greg Leblanc, ainsi que le team SRC Kawa avec Jérémy Garnoni, David Cheka et Arwan Nigon. On va avoir aussi donc Randy Depugnet qui sera chez Honda cette année pour faire ses 24 heures. Donc pour le French Superbike aussi qui reprend, ça roulait donc pendant le Prémant, on appelle ça,
En course 1, c'est Kenny Forêt sur BM qui s'impose devant Mathieu Ginès et Hugo Clerc sur Yamaha. Donc Christophe Ponson 4 et Louis Bull 5. À noter Qui ça, excuse-moi comment Christophe Ponson 4, qui fait le French Superbike cette année. D'accord, non, son nom me disait quelque chose. Ouais. Il a failli être en MotoGP, non? Non, ancien pilote MotoGP. D'accord. Hein. Excusez-moi. Tant qu'on parle d'anciens pilotes MotoGP, on a Xavier Siméon qui participait donc à cette première épreuve. Il a chuté lors de la course 1, mais il avait fait la pole pour les essais. En course 2, on a Siméon donc, qui va l'emporter devant Ginès et Ponson 3 cette fois-ci et Bull 4. Forêt donc a commis une petite erreur alors qu'il était à la lutte pour la gagne avec Siméon et il finira 6ème. On va faire une grosse page Superbike Super Sport puisqu'il y avait 2 épreuves, Aragon et Assen. Pierre, à toi? Ouais, du coup en Aragon, on avait Bautista qui s'est encore une fois imposé, qui a imposé encore une fois un rythme infernal avec à la clé les records du meilleur tour de circuit en course, la pole, et il s'est imposé largement dans les 3 courses pour atteindre les 9 victoires consécutives pour lui et surtout atteindre les 350 victoires en World SBK pour la marque Ducati. Donc derrière, on a toujours Rea qui va limiter la casse, qui va choper la seconde place sur les 3 courses. Chèrement acquise cette fois par contre avec notamment Alex Lowe ou Chase Davis dans sa roue. Donc Alex Lowe qui fait 3 en Super Pole Race et Davis qui fait 3 en course 1 et 2. À Aragon toujours donc en Super Sport, on a noté l'arrivée de 2 Français et un Anglais sur les manches européennes. Donc on a Xavier Navon sur Yamaha et Gaëtan Materne sur Kawasaki. Donc la course a vu un beau combat entre Caricasulo, Kromenacker, Gradinger sur Yamaha et De Rosa sur MV Agusta. On a la victoire de Kromenacker devant Rosa et Caricasulo. Cluzel n'a pas pu lutter à armes égales, il lui manquait 2 dixièmes au tour pour être compétitif, il finit à 3 secondes 3 de la tête de course en 5e position. Derrière on a Perolari 6 qui a bien roulé à la lutte avec Mayas 7, course plus difficile pour Danilo parti 18e mais qui va finir 12e. Gaëtan Materne va connaître des déboires techniques dès le début, rentrer au stand, repartir mais finalement abandonner. Xavier Navon lui va chuter dans l'avant-dernier tour, abandonne également. On a le Super Sport 300 qui roulait avec pas moins de 9 Français et Françaises pour débuter cette saison. On va surtout noter la superbe seconde place de Hugo de Cancelis sur Yamaha pour 58 millièmes seulement derrière l'Espagnol González. On a une belle 5e place d'Andy Verdoya. Mathieu Pedno va finir 12e. Joseph Forêt 27e. Enzo de la Viga va chuter à 4 tours de l'arrivée. Et la championne en titre Anna Carrasco a chuté également course et a abandonné. On a les autres Français, notamment Kylian Hartmann, Stefano, Romain Doré pour les citer et Adrien Quinet, qui n'ont pas réussi à se qualifier pour la course. Ouais, on parle du petit fun fact en Super Sport à Aragon avec notre Espagnol flamboyant Hector Barbera qui était 4e au championnat du monde, qui a quitté son team le matin du jour de la course, alors selon lui pour des problèmes de paiement du sponsor principal. Mais le gros problème, alors j'ai pas recreusé ce qui s'était passé après coup, mais le fait est que le dimanche matin il y avait plus de moto dans le box, donc on est quand même c'est bizarre, surtout quand t'as le team qui dit on sent que notre pilote c'est pas clair, on continue quoi. Là c'est belote 10 de der. Ouais, non, c'est très bizarre cette histoire. Ouais, c'est bizarre et il est toujours dans les bons coups, Barbera, quoi. Surtout quand il faut les boire, les coups. Non, mais ça c'est un autre problème. Mais voilà, enfin c'est surtout que c'est dommage. Il a du bon matériel, il a de quoi bien figurer en championnat. Bon, il était 4e. Voilà, l'histoire se termine en eau de boudin ou en ce que tu veux, mais c'est bizarre. Je trouve que c'est bizarre. Oui, non, mais je sais pas. Après, Team Toss, oui, ils ont une bonne moto, mais c'est pas la première fois. Ils ont des trucs bizarres. Moi, je me souviens l'année dernière, ils devaient engager
un jeune pilote français dans la catégorie Super Christophe Sport Ponson, 300. Non. Ça avait été annoncé, il était dans les entry list de début de saison et au final, il n'a jamais été présenté en course. D'accord. Ouais. Je sais pas trop ce qui s'est passé non plus, mais je veux blâmer personne, hein, j'en ai aucune idée, mais bon. Les charlots font de la moto, quoi. Ouais, c'était peut-être réunir, je sais pas, à la fois un team un peu bizarre et un pilote un peu bizarre, quoi. Ouais, le fait est que de toute façon, on va reparler d'Hector Barber un petit peu plus loin, puisqu'il va être aligné en Superbike à Assen. Et donc on va faire un petit point technique, puisque à la suite donc de la manche d'Aragon, donc la commission de course va rééquilibrer un petit peu les forces en présence, donc en appliquant une diminution de 250 tours minutes à la Ducati Panigale V4R, donc à tous les pilotes, pas uniquement à Bautista, hein. Et une augmentation de 500 tours minutes pour les Honda. Par contre, les autres ne sont pas revalorisés. Donc en complément de ces limitations de tours minutes, on a les concessions pour Ducati Kawasaki qui ne seront pas autorisées cette saison pour elles. Les moteurs de ces deux marques seront donc figés pour le reste de la saison, pas d'amélioration possible contrairement aux autres motos du plateau. Donc faut remercier pour ça Bautista et Rea qui font de trop bons résultats apparemment. Bon, c'est toujours pareil, hein, c'est une sorte de limitation artificielle pour niveler le niveau. Bon, je sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas, ça existe. On enchaîne à Assen, hein, aux Pays-Bas. Le Superbike, incroyable, il a neigé le samedi. Du coup, la course 1 a été reportée au lendemain. C'est la Super Pole Race qui va être annulée pour pouvoir la courir. Bautista, pas trop gêné par sa limitation de tours minutes, va signer la pole et les 2 victoires du jour. Il atteint d'ores et déjà le record de 11 victoires d'affilée détenu par Rea depuis l'année dernière. Derrière, c'est Rea qui va faire 2 puis 3 et Van der Mark 3 puis 2, donc 2 Van der Mark à domicile qui vont jouer les places du podium. Donc pour avoir ouvert sa bouche, notamment sur le fait qu'il considérait que le World SBK plus légitime pour son niveau, Barbera va finir dernier et avant-dernier sur les 2 courses Superbike. Ah bah voilà. Et a priori, il n'a bien pas roulé avec la Honda 600 disparue du team TOS. Donc, il avait bien la Kawasaki ZX-10R, hein, donc voilà. Au championnat, on a Bautista qui est premier donc avec 236 points, Rea deuxième avec 183 points et Alex Lowe troisième 126 points. Attends, il a déjà 110 points d'avance sur le troisième. C'est vite fait avec deux courses par week-end et quand il les gagne. Et... 3 courses maintenant. Oui, excuse-moi, oui, c'est vrai qu'elle a 10 points de moins que l'autre, mais... Oui. Enfin, la moitié des points, excuse-moi. Ça sent... là, il y a le titre au 15 il y a 2 août, championnats, là. Ouais. Clairement, il est au-dessus, même Rea a du mal à lutter, mais... Ah, mais peut-être que dans ce cas-là, il pourra faire des piges en GP. Tu sais, une fois qu'il a clos le championnat... C'est pas interdit, ouais. Il dit allez-y, je vous laisse les clés, hein. Vite, vous fermez les lumières quand c'est fini. Non, il va aller chasser les records, c'est ça surtout. Ça sent le grand chelem quand même. Alors, ouais. en super sport à Assen, donc on a eu une belle course de Cluzel qui a mené quelques tours avant que Krummenacher et Caricasulo le passent, donc suivi par Gradinger en fin de course. Alors, c'était le paquet de tête avec De Rosa qui a chuté quelques tours avant l'arrivée en tentant de garder la tête de course. Mais un petit peu plus loin derrière, on a eu une belle bataille entre Perolari et Mayas. Et on a donc eu Cluzel qui termine 4e, Mayas 5e et Perolari 6e. Danilo a terminé 10e. Donc Xavier Navant a chuté en début de course. Et Gaëtan Materne n'a pas réussi à se qualifier puisqu'il était au-delà des 107% pour pouvoir s'aligner. Au championnat, donc au terme de ces 2 courses, on a Randy Krummenacher qui est en tête avec 90 points devant son coéquipier Caricasulo avec 73 points et Jules Cluzel 3e avec 69 points. Perolari est 6e avec 34, Maya 7e avec 32 et Danilo 13e avec 17 points. On termine donc cette grosse page avec le Super Sport 300, Pierre ?
Du coup, pas de last chance race le samedi à cause de la neige toujours. Et du coup, c'est un peu bizarre. Il y a des Français qui attendaient cette course pour se qualifier, ils l'ont pas eu. Bon, bref, seulement 4 Français qui arrivent à se qualifier au final pour la course. On a De Cancellis qui va finir 5 à 0,45 secondes du vainqueur. Verdoya 9 à moins d'une seconde. C'était vraiment encore des courses assez spectaculaires comme en Moto 3. Pedno fait 21e alors que De La Vega va abandonner 10 tours avant la fin. Ana Carrasco finit 8e sur cette course. Le suspense venait aussi du fait que le résultat de la victoire a été sous investigation, car dans le dernier virage, il y a eu un contact entre Janig et Gonzalez. Enfin, Janig a forcé Gonzalez à quitter la piste, mais il va quand même parvenir à franchir la ligne d'arrivée en tête en tirant tout droit. Contact qui n'est pas sans rappeler le duel entre Marquez et Rossi en 2015, qui avait vu le docteur s'imposer, on va dire, sans avoir été sanctionné, ou pas, selon le point de vue, c'est pas le débat. Gonzalez garde le bénéfice de sa victoire, tandis que Janik se voit pénalisé d'une place et va finir 3e au classement final. Au championnat, on a Hugo De Cancellis qui est 3e avec 31 points, à 19 points du leader. Verdoya 18 points, pardon, et Pedno 15 avec 4 points. Donc on a un Français qui est bien parti dans la catégorie, et Gonzalez qui a gagné les 2 premières courses du championnat. Donc il a l'air bien parti, ce petit Manuel, j'imagine, pour cette compétition. Ouais, dans cette catégorie, ouais. Voilà. On a fait le tour, les amis, ou pas? Rien à ajouter? On a tout dit, on a tout vendu? Ah non, je voulais dire que on l'a pas assez souligné, mais Yannone finit premier Aprilia. Ah. Bah, bon, l'autre a chuté. D'accord, l'autre a chuté. Puis il y en a que 2, d'accord. Mais il a fini sur ses roues. Voilà, non, c'était pour le troll, j'adore Alienone. Mais bon, voilà, il finit la course. Il finit 12e. Ouais. Pas mal. Enfin, c'est pas mal. Non, mais en plus, il a réussi à pas encore se disputer avec son team. Ça, on sait pas. Non, enfin, je plaisante. En tout cas, de façon fuitante. Ouais, et puis à pas faire trop de buzz non plus sur les réseaux sociaux. Ça va. Pour l'instant, il se tient. Concentré sur la course. Affaire à suivre. Ouais. Il avait un très beau casque déco Avenger, d'ailleurs. Le casque Marquez était chouette aussi. Hein. Putain. Ouais. Et bien trouvé. Bon. Sur ce, on se dit à bientôt. La prochaine, c'est dans 3... Enfin, il y a 2 week-ends à passer, donc Pâques et le week-end suivant. Et on se retrouve après en Europe, à Jerez. C'est ça? Ouais. Jerez. Ouais. C'est ça. Yeah. Eh bien, salut à tous. À bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao. Plus.